Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. J'avais vraiment hâte de faire cette vidéo, de vous parler de cette course en Thaïlande, de ce résumé de Chang. C'était vraiment exceptionnel pour moi depuis le début de la saison, ça ne fait aucun doute. La meilleure course principale, c'était Austin. Entre la bataille, les surprises, enfin bref, il y avait de tout dans tous les sens, c'était juste génial. Mais là, la bataille pour le titre, le duel Martin Bagnaia, Marquez qui s'infiltre, la pluie qui arrive le dimanche matin, c'était juste n'importe quoi. Il y a eu de l'action, il y a eu du drama, il y a eu absolument tout pour faire une course réussie et les pilotes nous ont offert un sacré spectacle. Donc voilà, on va parler de tout ça. Quelle course nous avons eu en Thaïlande? Sans doute l'un de mes week-ends préférés depuis ce début de cette saison. Vraiment, c'était exceptionnel. La pression au titre rajoute quand même quelque chose parce que j'étais en stress pour les deux pilotes de devant tout le long. Mais dans tous les cas, ça nous montre qu'il y a vraiment deux personnes qui dominent de la tête aux pieds ce championnat du monde 2024. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, oui, il y a des petites erreurs, oui, ils ont la meilleure moto, mais dans tous les cas, ce qu'ils viennent de réaliser, je pense, prouve au monde entier que cette saison, en 2024, c'était très difficile de faire mieux qu'eux en termes de pilotage pur. Mais bon, commençons par une mauvaise nouvelle premièrement, on parlera de tout ça à la fin bien sûr. La mauvaise nouvelle, c'est Yamaha, aucune moto sur la ligne d'arrivée du côté de l'écurie japonaise. Malheureusement, Yamaha ne va pas terminer la course et quand je dis Yamaha, c'est Alex Rins et Quartararo parce qu'Alex Rins va tomber dans les deux derniers tours et Fabio Quartararo se fera bousculer, si ce n'est plus, se fera vraiment percuter, dégager de la piste comme vous voulez, utiliser tous les termes possibles parce que oui, la manœuvre de Morbidelli n'a aucun sens, est ridicule, est totalement loupée. On arrive sur le virage numéro 8, donc le virage qui est le plus technique dans ces conditions sur le circuit. On l'a vu dès le warm-up le matin, les pilotes étaient en difficulté sur cette partie-là. On l'a vu pendant la course, c'est un virage qui a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de chutes à cet endroit-là. Et on parle de Marquez, on parle de Morbidelli, on parle de Bastianini. Tous les pilotes sont tombés ici, que ce soit les meilleurs ou les moins bons. Bref, en tout cas, c'était le pire endroit pour attaquer, même si on le voit, il ressort avec un peu plus de vitesse. Soit tu relâches vraiment les freins, tu passes Quartararo et tu sors tout droit et voilà, on n'en parle plus. Mais tu fais pas ce à moitié comme ça de frein. Je me mets, je m'arrête à la corde, je suis tout droit, je suis plus du tout sur la trajectoire. Il n'y avait aucun monde où il prenait le virage, même en faisant ça, on l'a vu, il est parti tout droit. Donc un long lap, pourquoi pas, mais j'aurais même mis deux longs laps en sachant qu'il vient totalement ruiner la course de Fabio. Donc c'est vraiment dommage. Là où c'est encore plus dommage, c'est qu'on avait vu un Fabio Quartararo avec un rythme en début de course assez incroyable. Lui qui n'est pas normalement le meilleur de tous les pilotes sur ces conditions pluvieuses, sur piste humide. Là, il avait fait un super départ, un super bon début de course. On l'avait vu, ça commençait quand même déjà un peu à se creuser devant et puis il y avait des pilotes derrière qui allaient remonter très très fort. Mais j'aurais bien aimé voir la course entière de Fabio Quartararo. Malheureusement, Morbidelli nous a privé de ce petit plaisir et de gros points aussi pour Yamaha. Mais bon, je ne sais pas ce que ça aurait pu donner. Toujours la Yamaha a quelques problèmes, hein. Beaucoup de difficultés à mettre en température le pneu arrière, même sous la pluie, pardon. Même avec ce pneu wet, de la difficulté à le mettre en température. Un vrai manque de vitesse de pointe. Donc voilà, on va avoir quelques améliorations au niveau du moteur à Sepang. Et on attend la fin de la saison. Mais il y a de belles choses, que ce soit sous la pluie ou dernièrement sur des conditions un peu plus normales pour Fabio Quartararo notamment. Passons à Yamaha, à Honda, pardon. Du côté de chez Honda, bon week-end de Johann Zarco. Faut le dire encore une fois, on le répète et on le répète, c'est le meilleur pilote de Honda en cette saison 2024 pour sa première saison chez le constructeur japonais. Franchement, je n'ai rien à dire. Meilleur résultat de la saison pour Honda, 8e place en course principale, passage en Q2 directement le vendredi après-midi. Le samedi, une Q2, bon c'est pas la meilleure Q2 de l'histoire, mais une Q2 réussie, une course sprint un peu plus complexe, mais dans tous les cas, Johann Zarco nous a montré qu'encore une fois, il dominait les débats. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu dans le sens où on a toujours ce petit problème. C'était déjà le cas chez Ducati. Ça a été le cas pendant plusieurs années. C'est toujours le cas. Johann Zarco sous la pluie, on le sait, c'est l'un des meilleurs pilotes sur cette grille MotoGP. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce petit gros défaut, entre guillemets, refait surface.
Le début de course est lent, le début de course est difficile, mais la fin de course, tu ne sais pas d'où ça sort. Il a une Honda, il remonte. Que ce soit du dépassement, du rythme, du meilleur tour, Johann Zarco est capable, dans des conditions difficiles, avec des pneus usés, beaucoup de pilotes ont eu le pneu avant qui surchauffait, un pneu arrière totalement détruit. Et Johann Zarco, tu ne sais pas comment, avec tout son talent et toute cette capacité, il arrive meilleur tour sur meilleur tour. Il est là, bam, 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 je fais les dépassements, je rentre dans le top 8 avec une Honda. Pourquoi pas? Et là, tu te dis, et si seulement ces débuts de course avaient été un petit peu plus incisifs, un petit peu plus rapides. Bon, voilà, j'ai absolument rien d'autre à dire, mis à part grand bravo à Johann Zarco qui fait les meilleurs résultats de Honda depuis le début de cette saison. Premier pilote à être rentré en Q2 avec cette moto, premier pilote à être dans le top 10, premier pilote à faire un top 8. Enfin bref, c'est lui qui tient Honda depuis le début de la saison. C'est juste énorme, un grand bravo. Hâte de voir les nouvelles évolutions sur cette moto et hâte d'entendre que Johann Zarco est prolongé jusqu'en 2030. Voilà, prolongez-le pendant 10 ans encore s'il faut. Mais là, c'est du très très bon travail qu'ils sont en train de faire. Donc passons à Aprilia. On va revenir sur l'incident de Juan Mir juste après. Vous inquiétez pas quand on parlera de Marc Marquez. Aprilia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La fin de saison est désastreuse, c'est compliqué. Oui, la course n'est pas mauvaise en soi, mais bon, le rythme montré n'est pas complètement fou. On sait très bien que Fernandez, Espargaro, Viñales et Savadori ne sont pas non plus des pilotes qui sont extrêmement forts sous la pluie. Donc, on n'attendait absolument rien. Oui, les motos, elles arrivent à se placer dans ce top 10. Ok, mais est-ce que c'est vraiment un résultat notable? Est-ce qu'il faut en parler? Je ne sais pas. Peut-être on peut parler du début de course, bataille entre Viñales, Espargaro et Augusto Fernandez. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Quand on se bat avec Augusto Fernandez, quand on est censé jouer le titre, je rappelle, c'est les espoirs, c'est les motivations d'Aprilia. Et l'année prochaine, on attend cette écurie en tant que top team, en tant que sur le podium tout le temps avec Marco Bezzecchi et Jorge Martin. Bon, là, est-ce que j'ai vraiment envie de parler d'un top 10? Rien ne va, techniquement. La moto, toujours des difficultés. C'est vraiment pas un circuit adapté pour la Aprilia RSGP 24. Passons à autre chose. Parlons de KTM. Il y a beaucoup plus de choses à dire et c'était plus intéressant. Voilà, j'en ai fini avec Aprilia. Encore une fois, je ne sais pas quoi dire. En fait, je ne sais pas quoi dire. Je peux vous parler de Viñales et d'Espargaro qui font des retours négatifs à chaque fin de session. Mais il n'y a plus trop d'intérêt. Regardez les BRK précédents si vous voulez du retour négatif. Il y en a plein. Du côté de chez KTM, pour le coup, nous avons du retour positif et qu'est-ce que je suis content, mais incroyable. Après, attendez, ça faisait combien? Ça faisait 7 courses. Ça faisait 7 courses que Pedro Acosta, sprint plus course principale bien sûr, que Pedro Acosta n'avait pas franchi la ligne d'arrivée. 7 courses, c'était long, c'était difficile, mais alors là, pour sa première course principale complète en MotoGP, sous la pluie, dans des conditions difficiles, avec une piste mi-séchante, mi-pas séchante, un virage ultra technique avec beaucoup de pièges, des sauvetages, parce que des sauvetages, le virage 1 de Pedro Acosta, genre je ne sais plus c'est quel tour exactement, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 8e tour. Le 8e tour, virage 1 Pedro Acosta, la roue avant a un angle mais juste impressionnant. Tu vois Pedro Acosta qui se relève, il sort dans le bleu, tout va bien, il repart. Mais quelle course du rookie, du prodige espagnol. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si les gens ne voient pas le talent, pour une première fois sous la pluie. Mais c'était juste incroyable. Il a mis à la niche, il a mis dans sa poche des pilotes expérimentés, des pilotes dont on reconnaît le talent bien plus que d'autres sous la pluie, Jack Miller, Brad Binder, même peu importe, que ce soit Morbidelli, Bastianini, il était devant tout le monde, il était juste impressionnant. Et puis cette série de batailles avec Binder, avec Miller, les dépassements d'Acosta, mais qu'est-ce qu'on a vécu aujourd'hui? Honnêtement, la passe d'armes entre Binder, Acosta, Miller, un des meilleurs moments de la saison. Pour moi, ça rivalise avec ce qu'on a vu un petit peu à Austin dans la 3e course de cette saison. C'était magique. Bon, si on parle un peu plus technique et statistique, seul KTM est capable de rivaliser avec Ducati sur cette course. Dans le top 6, on a 3 Ducati, 3 KTM. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment pas mal. Miller, Binder ont eu des petits soucis avec leur pneumatique à la fin. C'était compliqué. Le pneu avant surchauffait un peu, s'usait prématurément et devenait très difficile à gérer à la fin.
Binder et Miller l'ont dit aussi sur la bande de roulement centrale sur le pneu arrière pour le coup. Ça a été beaucoup usé et à la fin, il y avait très peu de grip. Donc à la réaccélération, c'était très compliqué pour la moto de partir, d'accrocher du coup sur ces conditions qui, on l'a vu, la piste elle séchait petit à petit, mais c'était quand même pas grand chose. Mais à la fin, il y avait quand même beaucoup moins de projection d'eau. Mais voilà, le pneu arrière qui grippait beaucoup moins à cause justement de l'usure et du coup des rainures qui sont beaucoup moins profondes et beaucoup moins efficaces pour évacuer l'eau en dessous du pneumatique, enfin entre le pneu et la piste. Et surtout à l'avant, ce pneu qui devenait vraiment difficile à contrôler. Donc l'avant de la moto était un peu instable et il fallait vraiment faire attention quand on entrait en virage. Donc voilà, Pedro Acosta a su gérer ça, Di Giannantonio a su gérer ça très bien aussi car il va finir devant les deux pilotes KTM officiels. Mais quelle course, l'extérieur d'Acosta, un freinage mais tellement tardif. Et puis Jack Miller, dans une course de dragster côte à côte, Jack Miller qui remet en extérieur à Pedro Acosta. Pedro Acosta qui rattaque à l'intérieur. Et là, ça se joue sur un fil. On le voit, Miller, bam, l'arrière qui part un petit peu. Acosta, on l'avait vu au moment de son dépassement sur Binder. Au moment de remettre du virage à gauche, à droite, au moment de remettre un petit peu les gaz pour replacer la moto sur l'angle, bam, l'arrière d'Acosta qui repart. On a vu beaucoup de justesse, beaucoup vraiment de technicité sur ces phases de pilotage. C'était ultra impressionnant, ultra intéressant à voir. J'ai regardé la course 3 fois. J'ai regardé la course 3 fois pour avoir tous les détails. Et juste pour le plaisir, la deuxième fois, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Franchement, très bonne course. Et je tiens à dire merci et bravo à la réalisation parce qu'on n'est pas resté bloqué sur Bagnaia et Martin. On a vu du Johan Zarco, on a vu du Juan Mir, on a vu du Pedro Acosta, du Brad Binder, du Jack Miller, du Di Giannantonio, on a vu du Morbidelli. Enfin, on a vu absolument tout le monde. Il n'y a pas eu toutes les actions, bien sûr, mais on n'est pas resté 99% du temps sur les deux de devant où il se passait absolument rien à partir de la mi-course. Donc ça, bravo et merci la Réal pour avoir fait ça. C'était beaucoup mieux. Parlons maintenant de Ducati. Forcément, j'aimerais mettre un petit point premièrement sur le top 8 en course sprint. 8 Ducati aux 8 premières places pour la course sprint. C'est un résultat notable. Ça sera sans doute jamais refait dans l'histoire de la catégorie Rennes. Bravo, la Ducati est juste super performante. La Ducati est l'une des meilleures machines de l'histoire, que ce soit la GP23 l'année dernière, on l'avait vu, elle dominait quand même les débats, ou même encore une fois la GP24 qui domine encore plus les débats très clairement. Mais ces deux machines-là sont les meilleures du plateau, sont les meilleures probablement de l'histoire quasiment en parlant de la MotoGP au complet. Un grand bravo aussi au management de Ducati pour avoir recruté 8 pilotes qui sont capables de manier ces motos et de les mettre tout le temps aux premières places. Donc voilà, parlons un peu plus du dimanche maintenant parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Course décevante de Morbidelli, on en a déjà assez parlé. De Marquez, on en a assez parlé aussi. Voilà, c'est bon, c'est fini. Et de Marco Bezzecchi. Je pensais vraiment que Marco Bezzecchi allait être capable d'aller chercher un bon résultat, mais le départ a été catastrophique, perdu beaucoup de place. On l'a vu, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de ratés. Il a failli se mettre un high side dans le tour numéro 1. Donc bon, Marco Bezzecchi qui part à la faute, c'est pas très grave, même si on le sait que le pilote italien dans des conditions difficiles comme ça, où ça glisse et tout, normalement, il peut être très bon. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, c'est pas très grave. Parlons d'Enea Bastianini. Lui, c'est un peu comme Fabio Quartararo. On aurait aimé voir une fin de course de la part de Bastianini parce que ça avait mal débuté. Mais avant qu'il tombe, il commençait à remonter les chronos. Ça allait de plus en plus vite pour le pilote italien qui a dû mettre un peu de temps à s'adapter à ces conditions difficiles. Mais bon, il part à la faute dans le virage numéro 8, comme plein d'autres pilotes. Virage très difficile à négocier. On ne lui en voudra pas. Il n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner. Il était en train de pousser. Donc très bien Bastianini, je suis juste un petit peu dégoûté de ne pas avoir pu voir justement la fin de course d'Enea Bastianini ici en Thaïlande parce que je pense qu'il y avait un rythme à aller chercher et pourquoi pas une bataille encore plus féroce entre les KTM et Bastianini avec Di Giannantonio, ça aurait été vraiment sympa. Mais passons à autre chose. Devant, ça s'est battu, les trois mêmes, tout le temps les mêmes, Marquez, Bagnaia, Martin, Bastianini, tout le temps les mêmes. Celui qui est tombé aussi, c'est Marc Marquez. Mais alors, Marc Marquez, ce dimanche, quelle vitesse! Encore une fois, probablement l'un des meilleurs, voire le meilleur pilote du monde dans des conditions difficiles, quand il faut s'adapter rapidement, quand il pleut, quand il fait sec, quand la piste est séchante. Marquez, quel rythme, mais là j'ai envie de remettre en contexte. Oui, je le dis depuis le début de cette saison, Marquez est très fort. Le meilleur pilote de l'histoire, pourquoi pas? Je n'ai pas de problème là-dessus.
Bagnaia et Martin l'ont prouvé. Je pense qu'il n'y a pas meilleure publicité pour montrer à quel point ce championnat est relevé cette saison. Oui, ils ont une GP24 et pas Marquez, mais en sachant que nous étions sur des conditions difficiles, avec de la pluie, une piste humide, tout le monde avait exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire pas de temps de préparation. On a eu quoi? On a eu 10 petites minutes le matin pour essayer de régler un petit peu la moto, la peaufiner. Bon, ça, c'est vraiment minime, quoi. Ça ne sert quasiment à rien. Oui, ça sert parce que les pilotes vont pouvoir donner leur premier ressenti, mais la piste a évolué, la piste était séchante, les conditions ont tellement changé entre le matin où il faisait très froid et l'après-midi où la piste commençait à sécher, il y avait déjà des courses avant, tout ça. Enfin bref, ça n'avait rien à voir. Et là, on a deux pilotes qui, eux, sont pas juste là pour faire de la figuration ou jouer une course quelconque. Non, eux, ils ont la pression du championnat du monde sur leurs épaules. C'est-à-dire que Bagnaia, par exemple, qui avait encore plus cette pression, il a du retard. Il doit rattraper son retard. Donc, absolument finir devant Martin. Rattraper des gros points parce que ça va être compliqué sur la fin de cette saison. Et derrière lui, il a un pilote plus rapide, qui plus est, Marc Marquez, qui n'a rien à perdre, rien à gagner. Juste aller chercher des victoires, augmenter ses stats personnels, c'est tout et prendre du plaisir. Donc il peut prendre des risques, il peut tenter des dépassements, il peut tenter des trajectoires, enfin bref, il peut tout faire. Et en plus, il a Bagnaia devant pour l'aider à un peu voir comment évolue la piste. Et malgré tout ça, Bagnaia et Martin rivalisent avec Marc Marquez dans ces conditions difficiles. Je le rappelle, hein, quand il pleut, quand les conditions sont comme ça, la performance globale de la moto est quand même un peu effacée. On est quand même plus sur du pilotage réel qu'une performance réelle de la moto parce qu'on l'a déjà vu. Hein. Je pense notamment à Motegi l'année dernière où Oliveira est capable d'aller chercher le top 5 sur ce circuit du Japon avec la pluie. Enfin, d'aller chercher, il n'a pas fini la course, hein, bien sûr, mais d'aller chercher des belles positions alors que normalement, c'est un circuit qui ne convient pas du tout à la Aprilia. On parle aussi de Quartaro qui a fait un très bon début de course, de Johann Zarco qui allait plus vite que tout le monde sur la fin avec un très gros rythme avec cette Honda, des KTM qui rivalisent avec les Ducati alors que ça n'est quasiment jamais arrivé cette saison. Donc la pluie remet un peu les performances à plat et malgré tout ça, Bagnaia Martin tiennent tête à Marc Marquez qui lui n'a pas toute cette pression liée au championnat du monde, à rattraper des points, à absolument finir la course sinon c'est un désastre. Parce que là si Bagnaia faisait ne serait-ce qu'une mini-erreur qui finissait juste finir derrière Martin, c'était un désastre pour sa fin de championnat du monde. C'était un retard quasiment impossible à combler. S'il partait à la faute, c'était la fin de ce championnat du monde. Si Martin partait à la faute, tout le travail fait sur ces dernières courses était anéanti car Bagnaia allait remonter à égalité, voire peut-être la possibilité de passer devant Martin. Donc la pression était juste énorme sur les épaules de ces deux pilotes. Et Martin, on l'a vu, c'était difficile. Il y avait un gros rythme, beaucoup d'erreurs, beaucoup de sauvetage de la part de Martin. Bagnaia, de son côté, quelle course! Pas une erreur, la perfection absolue. Sous pression, c'est le meilleur pilote, clairement, sur cette grille. Je ne sais pas. Hâte de voir Marquez qui se bat sur le titre, pour avoir une bataille entre ces deux pilotes-là, ces trois pilotes-là, en fin de saison prochaine. Mais je veux voir ce que donne cette bataille totale. Parce que là, franchement, de ce que j'ai vu de Martin et Bagnaia, ils n'ont absolument rien à envier au Marquez actuel. Alors bien sûr, ils sont moins bons. Bien sûr qu'ils sont moins bons que Marc Marquez. Je ne dirais pas qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont le talent, tout ça. Bien sûr qu'ils sont moins bons. Mais aujourd'hui, ils peuvent se battre à armes égales et ils nous l'ont prouvé. Et on ne peut pas faire mieux comme publicité pour ce deux pilotes-là que cette course parfaitement exécutée. Donc voilà, un grand bravo à Martin et Bagnaia qui nous ont offert juste une course magique et un spectacle exceptionnel. Et surtout, enfin, mentalement parlant, mais l'effort que ça demande et puis la réalisation finale, incroyable. Passant à la Moto 2, Moto 3, un grand bravo, même à Marc Marquez hein, qui a failli sauver la moto, enfin bref, même à Marc Marquez, quel rythme. On voit pourquoi c'est un des meilleurs pilotes de l'histoire. C'est très clairement pour ça, pluie, pas pluie, 10 minutes d'essai ou quoi, c'est le plus rapide sur la piste dans tous les cas. Donc bravo à Marquez aussi, qui va quand même terminer 11e, hein, 11e avec tout ça. Nous avons le deuxième champion du monde 2024, Monsieur Ayogura. Beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est le premier pilote japonais depuis Aoyama en, je ne sais plus exactement l'année, excusez-moi, mais qui roulait en 250 cm3 à être titré champion du monde dans les championnats du monde MotoGP, en global.
Ayogura, champion du monde Moto 2, c'est aussi le premier pilote de l'Asian Talent Cup qui est titré champion du monde dans une des 3 catégories. Donc voilà, il écrit un peu plus l'histoire de son pays, de toute l'Asie complète avec justement ce championnat junior. Et puis un grand bravo, totalement mérité, une régularité exemplaire tout le long de la saison. La course a été arrêtée sur un drapeau rouge, mais bravo à Ayogura qui passera l'année prochaine en MotoGP. C'est mérité, on l'avait vu déjà, un brise-cœur. Vraiment, ça m'avait brisé le cœur en 2022 avec cette bataille face à Augusto Fernandez. Après les blessures, une année 2023, pas catastrophique, mais très difficile. Et là, nouveau châssis, nouvelle écurie, Ayogura directement vainqueur. Très clairement, il méritait déjà son titre il y a 2 ans. Il était juste dans une bataille et il s'est un petit peu raté à la fin. Cette fois-ci, il n'a pas craqué. Régularité, victoire, podium. Et c'est aussi la première victoire qu'il offre à Bosco Scuro. Donc voilà, il met fin à une série de 10 ans à peu près de victoires de Kalex dans cette catégorie Moto 2. Donc un grand bravo à Ayogura. La dernière fois que quelqu'un avait gagné le championnat du monde avec un châssis qui n'était pas Kalex, c'était Marc Marquez. Donc ça fait longtemps que Kalex gagne quand même. Et c'est Ogura avec Bosco Scuro et MTL Metz MSI qui vient briser cette magnifique série. Mais bon, ils ne sont quand même pas loin derrière. Dans tous les cas, un grand bravo. Et voilà, en Moto 3, parlons record encore une fois. Je ne vais pas trop parler des courses en Moto 2, Moto 3. Allez les voir, elles étaient quand même plutôt bien. Franchement, il y avait du spectacle, il y avait des choses à voir. Mais je vais parler de David Alonso. Voilà, c'est bon. Le record de Valentino Rossi est tombé, on le rappelle. Il l'avait égalé il y a quelques jours, il y a une semaine à peine, à Motegi. 11 victoires en une saison. David Alonso vient de remporter sa 12e victoire en une seule saison dans cette catégorie Moto 3. Record historique. Je ne sais même pas quoi dire. C'est le pilote qui a le plus de victoires dans la catégorie. C'est le pilote qui tient ce nombre de victoires record en une saison dans cette catégorie. C'est le premier pilote de l'histoire à faire 5 victoires consécutives en Moto 3. En fait, je ne sais pas, je ne sais même plus quoi dire tellement la performance est folle, tellement c'est beau, tellement c'est grand. C'est vraiment grandiose de la part de David Alonso. Hâte de voir cette saison de Moto 2. J'ai pas trop de doute que dans quelques années, on le voit en MotoGP, qu'on le voit même l'année prochaine peut-être comme Pedro Acosta jouer les victoires dès sa première saison, dès ses premières courses en Moto 2. Vraiment hâte parce que là, c'est un pilote qui me régale. Il est fun, il est agréable, je ne sais pas s'il est intelligent, mais en tout cas, il n'a pas l'air débile non plus. Son style de pilotage, c'est beau, c'est propre, il y a du dépassement, il y a de l'agressivité, mais il n'y a pas de drama. On n'est pas sur un David Munoz, par exemple. Non, pas du tout. Qui a déjà entendu parler d'un scandale avec David Alonso sur 2 ans en Moto 3 où à chaque fois, il joue le titre et à chaque fois, il joue les victoires. Pourtant, c'est quand même propice en Moto 3 à avoir des actions dangereuses. Et non, là, malgré toutes ces victoires, toutes ces défenses, tout ça, voilà, j'en perds mes mots, j'en perds mon vocabulaire. Bravo David Alonso. Voilà, merci, c'est tout. Franchement, on a eu un week-end complet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Théo, ciao ciao. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du week-end au global. Mais ça m'a régalé. Dans les 3 catégories, de toute manière, on a eu des records, on a eu des choses. Bagnaia qui fait 9 victoires en une saison. 9 victoires en une saison pour Francesco Bagnaia. Voilà, grand bravo. Citez-moi des pilotes qui ont 9 victoires en MotoGP en une seule saison. J'attends. On parle vraiment des plus grandes légendes de ce sport. Donc encore une fois, j'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir regardé. C'était Théo. Ciao, ciao. Et à la prochaine, ça arrive très très vite en Malaisie.